Nous avons l'immense plaisir d'accueillir pour une rencontre un petit peu particulière, une rencontre en duo, Karine Giébel et Christian Blanchard. Karine Giébel, Christian Blanchard, bienvenue. Vous êtes venu nous présenter votre nouveau roman. Pour Karine, il s'agit de Toute blesse la dernière tue. Et pour Christian Blanchard, il s'agit de d'Iboga. Vous êtes tous les deux publiés chez Belfond. Pour cette rencontre un peu inédite en commun, est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quelles circonstances vous vous êtes rencontrés? On s'est rencontrés au Festival Polar de Cognac à l'occasion du prix Intramuros, qui était donc organisé par Cognac et qui est un prix qui est remis par des jurys de détenus. Et donc voilà, moi j'avais eu le prix l'année d'avant, et donc la première année où Christian a été sélectionné pour le prix, j'étais là en tant qu'ancienne lauréate. Et donc voilà, il y avait un petit groupe d'auteurs, et ces quelques jours passés ensemble ont vraiment soudé tout ce groupe. On est tous restés amis depuis, voilà, donc ça fait une dizaine d'années qu'on se connaît et qu'on n'a pas jamais perdu le contact. Alors, même s'ils sont abordés sous des angles différents, vous avez choisi des thèmes plutôt proches pour vos romans. Pouvez-vous nous dévoiler quelques éléments de Toute blesse la dernière tue, Karine Giébel, et d'Iboga, Christian Blanchard? Au début du bouquin, on est en fin de l'année 80. Jefferson a 17 ans et il rentre à la prison de Fresnes pour être guillotiné. Et donc au début du bouquin, on vit complètement avec lui toute l'angoisse de l'attente de la guillotine, et on ne sait pas pourquoi il est là. Ça, on découvrira tout ça bien plus tard, et on va comprendre pourquoi il est là, ce qui s'est passé, et puis tout son problème, on va dire, psychologique, tout son enfermement en tout cas. Toute blesse la dernière tue, c'est un roman qui a pour thème l'esclavage moderne. Donc c'est un thème que je voulais aborder il y a longtemps. Donc c'est l'histoire de Tama, une petite fille qui est vendue par son père, ou en tout cas lui croit bien faire pour elle en l'envoyant en France. Et en fait, elle va servir d'esclave dans une famille. Puis parallèlement à ça, on a l'histoire de Gabriel, qui est un homme qui vit complètement isolé dans les Cévennes. On sent très vite que c'est un homme qui est très dangereux, et il va trouver un matin chez lui une jeune femme amnésique et blessée. Gabriel est là aussi pour montrer qu'il y a plusieurs façons d'être esclave. Et lui aussi est esclave de quelque chose. Il est esclave de sa peine, il est esclave de son chagrin, il est esclave de sa vengeance. Voilà. Et donc, c'est un personnage très riche, très ambigu, que l'on peut tour à tour détester, aimer, comprendre, pardonner, etc. Voilà, ça fait partie de ces personnages hyper complexes que j'adore créer, quoi. Cela vous a-t-il surpris que les lecteurs rapprochent Toute blesse la dernière tue de Meurtre pour rédemption? Non, ça ne m'a pas étonnée, parce que quand j'ai écrit ce roman, Toute blesse la dernière tue, j'ai ressenti le même type d'émotion que quand j'écrivais Meurtre pour rédemption. Donc je me doute bien que si moi j'ai traversé les mêmes émotions, ça va être pareil pour le lecteur. Donc non, je ne suis pas très étonnée, même si les deux héroïnes sont très différentes. Je sentais bien qu'on était dans la même veine que Meurtre pour rédemption, en effet, oui. Les thèmes abordés dans vos livres, à tous les deux, sont engagés. Les mauvais traitements envers les enfants, l'esclavage moderne, le racisme, la violence en prison, la peine de mort. Pour vous, l'écrivain a-t-il un rôle actif à jouer en mettant l'accent sur les dysfonctionnements de la société ? Je crois qu'en effet, la littérature, elle est aussi faite pour, tout simplement pour parler de la société qui nous entoure. Donc oui, alors après, il ne faut pas le faire avec une ambition démesurée, c'est-à-dire il ne faut pas se dire « mon livre va changer les choses, va changer le monde, etc. » ou la vision des gens sur tel ou tel sujet. Mais ça permet parfois d'ouvrir un peu des portes de réflexion, ça permet à certaines personnes de se dire « ah bah tiens, j'étais pas au courant de ça », et de s'intéresser peut-être au sujet. Voilà, il faut rester très modeste, mais donner finalement la voix à ceux qui ne peuvent pas s'exprimer, ben oui, je crois que c'est aussi le rôle d'un auteur. Ouais, et puis de la manière qu'on le fait, on n'est pas des donneurs de leçons, quoi. On ne dit pas ça c'est bien, ça c'est mal, voilà. Moi, dans le livre, quand j'ai abordé la peine de mort, évidemment, les gens qui vont lire le livre, ils vont savoir ce que j'en pense. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours été contre ça, et puis je trouvais que c'était inutile. Bon, bref. N'empêche qu'après, il y a aussi le côté qui est abordé dans le livre, c'est dans quel état, entre guillemets, on sort, parce qu'à un moment ou à un autre, un détenu en France va toujours sortir de la prison à la fin de sa peine, quelle que soit sa longueur de peine, et quels que soient aussi les crimes qu'il a pu faire avant. Donc comment la personne va sortir, qu'est-ce qui va faire qu'elle va pouvoir se rasserrer ou pas, etc. Donc dans le livre, c'est abordé cette manière-là. Après,
le lecteur il se débrouille, mais j'espère qu'il se pose des questions quand il lit nos livres, j'espère. Ouais. Comment se remet-on d'histoires telles que celles que vous écrivez? J'imagine que c'est comme s'il s'agissait d'une maternité ou d'une paternité, que c'est éprouvant, d'autant plus quand on est auteur de thrillers ou de romans noirs. Bah, il faut du temps. Voilà, moi, c'est vrai que je m'attache beaucoup à mes personnages. Donc après, une fois qu'on a terminé le travail avec l'éditeur et que le livre va sortir, et quand le livre paraît, justement, ce sont les lecteurs qui s'emparent de mes personnages. Et il faut faire une sorte de deuil, en fait, voilà, pour pouvoir passer à autre chose. Mais moi, il me faut beaucoup de temps entre deux romans. Il y a quand même quelque chose, c'est qu'à un moment, d'abord, ça demande du temps d'écrire. Donc on est avec nos personnages pendant un bout de temps. Et moi, j'ai tendance à, quand je fais le premier jet de l'histoire, à avoir de la musique dans les oreilles, à être enfermé dans une bulle, etc. Donc je suis bien avec mes personnages. Et puis, avant qu'il soit bien sûr lu par des auteurs, il y a un autre travail qui est fait. Et là, je me détache un peu de lui, quoi. C'est-à-dire qu'il y a de la relecture par l'éditeur. Il y a un travail des fois sur le fond. Il y a un travail bien sûr sur l'orthographe, l'écriture. Et puis il y a une correction. Tout ça, ça demande du temps. Christian Blanchard, est-ce que vous considérez Iboga comme un prolongement de votre parcours d'écrivain ou un tournant ? Alors, je dirais presque un commencement ou un recommencement, on va dire ça comme ça. Moi, je suis issu d'un parcours très particulier parce que j'ai commencé par l'auto-édition. Ensuite, j'ai été sollicité par une maison d'édition régionale. Et puis, il se trouve que maintenant, je suis dans une maison nationale. Et là, le travail est complètement différent. Donc, pour moi, on va dire que c'est une renaissance, quoi. Karine, vous avez, chose qui est très rare pour vous, écrit un petit commentaire sur votre ressenti en couverture du livre de Christian Blanchard. Pour quelle raison ? C'est vrai que je ne le fais quasiment jamais. On est assez sollicité quand même pour justement dire des phrases sur un bandeau qui va être apposé sur un livre, etc. Et en général, je refuse toujours parce qu'il faut vraiment garder ça pour des coups de cœur très particuliers, parce que sinon, après, je trouve que ça n'a plus vraiment de valeur. Si on fait 12 bandeaux dans l'année, voilà, ça devient quand même répétitif. Donc, je ne l'ai fait que 2 fois pour l'instant, sur 2 romans, un de Xavier Maribonneau et celui de Christian Blanchard, parce que j'ai eu vraiment des coups de cœur voilà, pour ces livres-là, et j'ai eu la chance de les lire avant qu'ils paraissent, et donc ça me semblait naturel, effectivement, de dire ce que j'en pensais, quoi. Et moi, je ne le savais pas. C'est-à-dire que quand on m'a présenté la couverture par l'éditeur, elle était sans la petite phrase de Karine. Et quand j'étais invité après chez l'éditeur pour dédicacer les services de presse, etc., et j'ai vu la pile de bouquins sur la grande table où il y avait tous les livres qui étaient sortis pour le service de presse, et puis je vois écrit... ça m'a fait plaisir, j'ai eu des émotions, j'ai été hyper content et hyper fier. Voilà. Bon.